Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Nos invités ont un point commun, ils sont tous passés par des études de compta. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, bref, ils font tous plus ou moins de la compta. Eh bien en réalité, pas tout à fait. Certains ont même quitté les métiers du chiffre pour devenir prof ou monter une entreprise par exemple. À travers ces parcours, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode un peu spécial puisqu'il s'agit de l'épisode 0 et pour cause, c'est le seul épisode où je serai toute seule puisque tous les autres épisodes, je serai accompagnée d'un invité. L'objectif, c'est qu'on puisse faire connaissance un peu et vous expliquer comment m'est venue l'idée justement de ce podcast. Donc moi, je m'appelle Julie Lagneau, j'ai 23 ans, je suis expert comptable stagiaire et j'habite à Rennes en Bretagne. C'est la région où on fait les crêpes. Donc ça fait 10 ans moi que je veux devenir expert comptable. C'est assez rare d'avoir cette vocation jeune parce que c'est pas un métier qui attire beaucoup. Mais en tout cas, moi quand je suis tombée dessus à l'époque, fin de collège, j'adorais les maths et j'ai tapé métier en rapport avec les maths, sachant que je voulais pas faire mathématicienne ni prof de maths. Pour moi, quand on aimait les maths, c'était les deux métiers qu'on pouvait faire. Et grâce au référencement, merci l'ONICEP, je suis tombée sur le métier d'expert comptable et ça m'a tout de suite plu. J'ai eu l'impression en fait de me lire dans la description, ce qui peut paraître un peu bizarre parce qu'à l'époque j'avais 13 ans. Mais c'est ce qui fait que je me suis lancée dans cette voie. Et donc quand il a fallu choisir une orientation post-bac, je me suis pas trop posé la question. Moi je voulais aller directement au DEC, c'était mon objectif dès le départ. Donc j'ai regardé quelles études il fallait faire et j'ai été au plus simple. Je me suis dit le plus simple c'est DCG, DSCG, DEC. Donc allons-y. Pour la petite anecdote, je ne m'étais pas du tout renseignée sur le diplôme. Je ne savais pas qu'il était censé être difficile. Donc moi je suis arrivée en mode un peu touriste. Je ne veux pas faire de passerelle et je veux aller au plus simple. Donc j'ai passé mon DCG en initial que j'ai obtenu à 15 de moyenne. Pourtant... c'est pas les notes qui vont définir votre valeur ni le professionnel que vous êtes. Et ça, je l'avais déjà compris à l'époque, puisque surtout nous, dans notre cursus, où on a une grande marche entre ce qu'on voit à l'école et ce qu'on fait dans la réalité au quotidien. Les notes, c'est pas du tout corrélé aux compétences professionnelles. On peut avoir 15 de moyenne et être un, entre guillemets, mauvais professionnel, comme on peut avoir 10 et valider à 10,00 et être un super professionnel. Ça n'a aucun rapport. Donc moi j'ai décidé de faire mon DSCG en alternance justement par rapport à ce que je vous disais parce qu'il y avait une telle différence entre ce qu'on voit en cours et la vraie vie que je me suis dit moi ce que je veux c'est la vraie vie. Donc voilà l'alternance. J'ai choisi un plutôt petit cabinet, une vingtaine de collaborateurs. Les bigs ça m'a jamais vraiment attirée. Après c'est quelque chose de très personnel je pense. J'avais le cliché peut-être que en big on nous met dans une case parce que c'est des très grands cabinets. Pour ceux qui ne connaissent pas les bigs, c'est EY, PwC, Deloitte et KPMG. Donc c'est des cabinets qui sont internationaux, donc forcément ils ont une structure qui fait que tu es à un poste et entre guillemets tu peux pas forcément toucher à tout. Et moi j'aime bien toucher à tout et j'aime pas être mise dans une case, donc vous allez le comprendre au fur et à mesure de mon parcours et même encore aujourd'hui c'est quelque chose qui me suit. Donc à ce moment-là, je rentre en DSCG et j'en ai marre des cours parce que c'est tellement déconnecté de ce qu'on fait en cabinet que je veux aller le plus vite possible. Et donc je me dis, j'ai eu des bonnes notes en DSCG, je vais tenter de le passer en 1 an. Sachant que l'été juste avant la rentrée, en première année de DSCG, je m'étais dit que je voulais passer justement toutes ces épreuves mais sans le mémoire. Parce que je me suis dit, je vais peut-être pas trouver de thème de mémoire la première année, donc je vais passer tous les écrits. Et comme ça, il me restera que le mémoire en 2e année. Le fait est que j'ai trouvé mon thème de mémoire en décembre 2019 et que du coup, je me suis dit, écoute, on n'est plus à une matière près, si t'en passes 7, tu peux bien passer 8. Donc, je me suis rajouté cette matière, ce qui fait que j'ai passé toutes les matières en 1 an en alternance. Et à ce moment-là, ça faisait un petit moment que j'étais active sur le groupe Facebook de Compta Online. Pour ceux qui connaissent, c'est le groupe DCG, DSCG, DEC. Où il y a pas mal de questions sur le cursus et notamment autour du DCG, DSCG, il y avait beaucoup de questions auxquelles parfois je répondais. Et c'est aussi ce qui m'a permis de passer le DSCG en 1 an parce que avec les retours d'expérience que j'avais, le programme, en tout cas par exemple de l'UE3, donc Management Contrôle de Gestion, était très très proche de ce qu'on voyait en DCG. Et comme moi j'avais passé ces matières-là en 3e année,
entre guillemets, j'avais pas beaucoup à réviser. Et pareil sur management système d'information, qui était selon les retours assez abordable. Donc c'est ce qui fait aussi que je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc je vois qu'il y a une grosse demande au niveau du DCG, du DSCG, et donc je me dis, moi je me sentirais bien d'écrire des articles à ce sujet et d'écrire des articles pour les autres. Et à ce moment-là, ça me traverse même pas l'esprit de pouvoir faire un blog toute seule. Et donc j'en parle avec mon copain qui me dit, mais pourquoi tu fais pas toi-même ce blog ? Donc là, je me dis, mais non, c'est pas possible, c'est surréaliste. Moi, je peux pas créer un blog, je sais pas comment on fait, je sais pas comment ça marche, c'est beaucoup trop compliqué. Toute seule en plus, non, mais c'est impossible. Et je garde un peu cette idée de côté parce que justement, je suis en train de passer le DSTG en 1 an. Donc là, quand j'ai ces réflexions-là, je me rappelle très bien, on était dans un parc, il faisait super beau, c'était en été. Et je me dis, bon, de toute façon, c'est pas à l'ordre du jour parce que là, pour l'instant, mon objectif, c'est le DSCG. Et ensuite, on verra plus tard pour un blog potentiellement, mais vraiment, dans ma tête, c'était impossible que je le fasse toute seule. Je l'obtiens, mon DSCG, donc en décembre 2020. Et en plus, je l'obtiens avec une très bonne moyenne puisque j'ai quasiment 15 de moyenne, 14,86 pour être précise. Bon, c'est plus une note pour l'ego, ça veut pas dire que je suis forcément meilleure que quelqu'un qui l'a passé en 2, en 3, en 4, en 5 ans. Du moment qu'on l'a, c'est le principal. D'ailleurs, si ça peut en rassurer certains, je compte sur les doigts d'une main les fois où le programme de DSCG m'a servi en cabinet. Donc, ne vous faites pas de sang d'encre pour ça. À ce moment-là, donc, j'étais toujours dans mon cabinet à Rennes et j'ai le choix de continuer en alternance ou non, alors ce qui peut paraître un peu bizarre puisque j'avais déjà validé toutes mes matières. Mais je fais le choix du coup de prendre un CDD jusqu'à la fin de la période fiscale. Et entre-temps, j'ai lancé mon blog donc en mars 2021 qui fonctionne très bien pour un début. Alors je me rappelle plus des chiffres exacts, je pense qu'on devait être à 2-3 000 visiteurs uniques par mois, donc ce qui était déjà énorme pour un site qui est aussi jeune. Et je commence aussi à être active sur LinkedIn. Et depuis ce moment-là, je n'ai pas arrêté. Donc en moyenne, je poste 2 fois par semaine depuis 1 an et demi. Ce qui fait qu'à l'heure où je vous parle, j'ai 15 000 abonnés. C'est juste énorme. C'est surréaliste. C'est impossible d'imaginer autant de personnes. Donc merci à tous ceux qui me suivent sur LinkedIn et qui m'écoutent aujourd'hui. Et si je reviens à ma petite histoire, comme vous le savez, mon rêve, c'était d'être expert comptable. Donc j'ai eu mon DCG, j'ai eu mon DSCG. Maintenant, il me faut le DEC. Malheureusement, ce cabinet ne voulait pas m'inscrire au stage en trouvant que j'étais trop jeune. Mais c'est pas grave, du coup je change de cabinet et c'est un message que je voulais passer aussi, c'est que des fois on attend que les autres nous donnent le droit de faire des choses et en fait ce droit il faut le prendre des fois et il faut être acteur de sa propre vie, non pas attendre toujours des autres, mais des fois prendre ses propres décisions pour justement pouvoir avancer et potentiellement être plus heureux si on ne l'est pas actuellement. Donc j'intègre un cabinet à ce moment-là sur Paris avec une organisation un peu particulière puisque j'étais 2 jours en télétravail à Rennes et 3 jours à Paris. Donc j'avais une chambre de bonne là-bas juste pour quelques jours, en gros avec un lit, une douche, un frigo et c'est tout ce qu'il me fallait. Et donc j'ai un portefeuille de start-up, un peu de missions marketing qui sont liées aux compétences que j'ai développées sur les réseaux sociaux et sur mon blog. Et aussi une partie tech, j'étais référente sur le logiciel Penny Lane au sein du cabinet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est un logiciel de compta. C'est une start-up qui vient de se lancer il y a 1 an et demi à peu près. Et pendant que je suis dans ce poste, justement, je rencontre des gens. Je rencontre entre autres des apprentis avec qui je discute souvent parce que moi j'aime beaucoup discuter avec les gens. Bon, on se refait pas, hein. Le podcast, c'est ni plus ni moins qu'une discussion avec nos invités. Et je leur demande ce qu'elles veulent faire plus tard. D'ailleurs, si vous reconnaissez Viviane et Jade, c'est à vous que je pense. Et je suis un peu étonnée par leurs réponses parce qu'en gros, pour elles, il y a 2 choix à faire pour leur avenir professionnel, en fait. Soit passer le DEC, soit ne pas le passer. Donc ça, c'est un premier choix. Et en second choix, on peut choisir soit de faire de l'expertise, soit de faire l'audit, soit de faire un peu les deux. Et entre-temps, moi, j'avais oublié de le mentionner, mais je suis assez présidente Annexe Bretagne, donc c'est Association nationale des experts comptables stagiaires. On aura l'occasion d'en reparler un peu dans les épisodes de podcast, donc je ne m'attarde pas dessus ici. Mais en gros, ça m'a aussi donné l'opportunité de rencontrer plein de gens, d'autres stagiaires, des jeunes diplômés, plein de profils différents qui font pas forcément toujours de la compta. Et aussi, forcément, avec mon activité sur LinkedIn, ça amène aussi des conversations.
Donc on rencontre aussi des gens virtuellement, entre guillemets. Coucou Laure, si tu passes par là, c'est à toi que je pense, entre autres. Et justement, à ce moment-là, je me dis, mais mince, c'est dommage d'avoir une vision aussi restrictive de ce qu'on peut faire avec des études de compta, parce que moi qui ai l'occasion de rencontrer plein de gens, je me rends compte que justement, c'est pas aussi restrictif que ce qu'on pense. Et c'est dommage de s'enfermer dans ce schéma-là qui ne convient pas forcément à tout le monde. On le verra avec nos invités, mais souvent, il y a une histoire il y a un professionnel qui est passé et qui a parlé de son métier et qui m'a donné envie de faire ça. Il y a un prof qui aimait ce qu'il faisait et qui m'a donné envie de continuer. Et du coup, c'est un peu l'idée de ce podcast, c'est aussi de dire que tout le monde n'a pas forcément accès à tous ces profils, parce que peut-être que dans ton école, dans ta classe ou autre, ou si tu es un candidat libre, tu n'as pas l'occasion de rencontrer tous ces professionnels. Donc l'idée, c'est d'avoir un endroit où on a plein de professionnels qui vont venir parler de leur parcours et de ce qu'ils font aujourd'hui et de pourquoi ils font ça et ce qu'ils aiment, pour que tout le monde puisse avoir accès justement à ces professionnels et mieux pouvoir potentiellement choisir ce qu'il veut faire plus tard, en tout cas avoir des pistes de réflexion. À ce moment-là, j'ai comme une étincelle dans ma tête. En fait, je me dis, mais pourquoi on ne ferait pas un podcast sur justement les parcours et les poursuites d'études, enfin en tout cas de vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire après des études de compta ? Oui, on peut faire le DEC, oui, on peut être expert comptable, mais on n'est pas obligé. Et je leur en parle et en fait, elles adorent l'idée, donc je me dis, banco, je vais le faire. Le problème, c'est que à ce moment-là, je suis encore en cabinet, je suis en pleine période fiscale, donc un peu compliqué de lancer un projet comme ça. Mais les semaines passent et je me retrouve plus trop dans mon job. Je suis un peu, on va dire, une remise en question. Je perds un peu le sens de ce que je fais. Je prends plus de plaisir à mener les projets que j'ai en dehors du boulot. Pourtant, c'est le boulot qui me prend le plus de temps. Et donc, ce qui fait que je m'y retrouve plus et donc je décide de démissionner en pleine période fiscale. À ce moment-là, je rejette absolument la compta. Je veux plus du tout faire de compta parce que pour moi, je suis dégoûtée de la compta. C'est quelque chose qui est totalement dénué de sens. Et quand je parle de compta, je parle du job de collaborateur comptable en cabinet, même s'il y a des exceptions et heureusement. En tout cas, j'ai pas retrouvé le côté humain, conseil, échange que je recherchais en voulant aussi être expert comptable. Donc je décide de faire une pause de quelques mois pour réfléchir à ce que je veux vraiment faire. Et c'est une question qu'on ne se pose pas assez souvent, je trouve, parce qu'on ne prend pas le temps de se la poser. On se demande un peu vaguement qu'est-ce qu'on veut faire quand on a 18 ans et qu'on doit choisir ses études post-bac. Mais on n'est plus la même personne entre le moment où on a 18 ans et le moment où on en a 40, par exemple. Donc je trouve que c'est important de se poser et justement de prendre le temps de réfléchir à cette question. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et est-ce qu'on est heureux ? C'est une question des fois qu'on peut éviter, à laquelle on ne veut pas trop penser parce qu'on a peur de la réponse. Mais je pense que c'est important d'y réfléchir. Et en général, si on suit le schéma classique, donc études, CDI, maison, enfant, et on arrive ensuite, donc comme je disais, à 40 ans, et là on a une crise de la quarantaine parce qu'on a plaqué sur nous le schéma qui rend tout le monde heureux, sans vraiment se demander ce dont on avait envie nous. Donc moi je me dis... voilà, je vais faire ma crise de la quarantaine à 23 ans et je vais faire une petite pause pour savoir qu'est-ce que je veux vraiment faire en ce moment. Et donc à ce moment-là, je partage un peu sur Instagram, comme souvent, mon programme du jour, mes réflexions, etc. Et donc je dis que je ne veux plus faire de compta, mais que je veux quand même passer le DEC. Et à ce moment-là, j'ai pas mal de réactions. J'ai des gens qui me disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi je veux passer le DEC si je veux pas faire de compta. Parce que pour eux, c'est forcément lié. On passe le DEC et qu'on est expert comptable, on fait forcément de la compta. Et on adore forcément la compta. Et vous le verrez avec les invités du podcast, c'est pas beaucoup le cas en réalité. Souvent, l'expert comptable ne fait pas de compta. Voire, il fait tout sauf ça. Et même parfois, on a des invités qui nous ont dit que ce qu'ils détestaient le plus dans leur métier, c'était la compta. Donc, comme quoi, il ne faut pas avoir ce cliché-là. Et d'autres personnes qui me demandent ce que je veux faire. Parce que, en fait, on n'est pas assez informé sur tout ce qu'on peut faire après des études de compta. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens qui font tous des métiers différents, même si parfois, ils sont experts comptables, mais ils n'ont pas du tout le même métier d'une personne à l'autre. Et donc, je me dis, mais... il y a une réelle carence et ça n'existe pas un podcast qui parle de ça. Donc, écoutez, je me dis, je vais le faire. Surtout que là, j'ai du temps.
Donc c'est le deuxième déclic où à ce moment-là, je me dis, il y a une réelle méconnaissance, j'ai du temps, donc autant le faire maintenant parce que j'aurai jamais plus le temps de le faire que aujourd'hui. Donc je fais des recherches sur le matériel de podcast, je me dis tant qu'à faire, autant rencontrer les personnes en présentiel et non pas à distance pour justement retrouver le côté humain et échange que moi je cherchais dans ce que je voulais faire. Et c'est ainsi que naît Voix de comptable. Alors je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais il y a un petit jeu de mots dans le titre entre voie, VOIE, donc la voie, le chemin, les différentes voies qu'on peut trouver à la suite des études de compta, et voix VOIX, la voix, la parole, puisqu'on parle de podcast. Et à titre personnel, j'écoute beaucoup de podcasts. Alors moi, c'est surtout sur l'entrepreneuriat et ils sont relativement longs. Par exemple, je sais que ça peut effrayer certains, mais pour moi, un épisode qui dure moins d'une heure, c'est vraiment rare que j'en écoute. Pour moi, une heure, c'est vraiment le grand minimum parce que sinon, j'ai l'impression que le sujet n'est pas traité en profondeur et qu'on reste en surface. Et pour ces interviews, je me suis inspirée du modèle de Mathieu Stéphanie, qui est dans le podcast Génération Do It Yourself et de French Doers. Alors si vous faites des recherches, ne prenez pas peur. Oui, ce sont des épisodes qui sont très très longs, qui durent en moyenne entre 2 heures et 6 heures même pour certains. Donc des très très gros épisodes. Mais ça ne sera pas le cas ici. Je ne veux pas non plus vous traumatiser, vous en faites pas. En gros, chaque semaine, tous les dimanches, en fin de matinée, il y aura un épisode. Par contre, il n'y a pas de date de fin. On me demande souvent combien d'épisodes pour la saison 1, combien de temps ça va durer. Mais en fait, je ne sais même pas si on peut dire qu'il y a 2 saisons parce que en fait, c'est un épisode par semaine jusqu'à vitam aeternam pour le moment. Donc j'espère que ça durera le plus longtemps possible. En gros, il y aura 2 types d'épisodes parce qu'il y aura des épisodes qui seront entre guillemets courts. Et je mets des gros guillemets sur court puisque ceux pour lesquels l'interview a duré 1h30 ou moins, je vais les mettre en entier en une fois. Et pour les épisodes qui sont plus longs, je les couperai en 2. Donc par exemple, une interview de 2 heures, je la mettrai en 2 fois 1 heure. Donc ça me durera 2 semaines pour pas que ça vous fasse trop d'un coup. Et donc l'idée du podcast, c'est d'interviewer des profils qui sont très divers. Vous le verrez, il y a des bons comme des mauvais élèves. Il y a de toutes les origines, de tous les âges, il y a vraiment de tout. Et surtout au niveau des métiers. Le but, c'est vraiment de montrer qu'en fait, on peut s'épanouir peu importe ce qu'on fait. Et ça peut être dans la compta, comme ça peut être dans toute autre chose que la compta. Comme vous l'avez entendu en introduction, bien sûr, il y aura des experts comptables, mais ils seront un peu spéciaux, entre guillemets, puisque en général, ils seront spécialisés dans un domaine. Donc, quand on parle de spécialisation, ça peut être dans un domaine d'activité, par exemple dans l'immobilier ou dans les startups, ou ça peut être dans l'émission, ça peut être de la fusion-acquisition, ça peut être de la consolidation, ça peut être tout un tas de choses. On aura le temps d'en rediscuter, mais moi personnellement, je ne crois pas en l'expert comptable généraliste. Donc voilà un peu pour mon avis sur le sujet. Et en gros, l'idée, c'est de mettre en lumière des personnes qu'on ne connaît pas forcément et pourtant qui peuvent nous apprendre énormément de choses et surtout des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Parce que en fait, l'expérience, oui, on peut la vivre, mais des fois, le fait d'avoir des retours d'expérience de personnes qui sont passées par là avant nous, ça peut aussi nous aider à faire des choix et indirectement apprendre de l'expérience sur certains sujets. Donc voilà, c'est un peu l'idée de ce podcast et vous le verrez au fur et à mesure des épisodes, il y a une réelle volonté pédagogique derrière. Donc parfois je reprends les invités pour leur demander d'expliquer certains termes pour que vous puissiez en apprendre un maximum au moment de l'épisode parce que je sais qu'il y a des termes qui maintenant moi me sont familiers qui ne l'étaient pas forcément il y a quelques années encore. Donc le but, c'est vraiment que tout le monde puisse comprendre les épisodes. Et donc voilà, c'est bon maintenant, vous savez tout sur la genèse du podcast Voix de comptable. On se retrouve la semaine prochaine pour le tout premier épisode, qui sera une interview, un épisode court, comme on dit, 1h30 avec Camille Boivin, qui est commissaire aux comptes et qui ne fait que de l'audit. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine.